Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. En visite en août dernier à Douala, veille de rentrée scolaire 2021, le ministre des enseignements secondaires devant un parterre constitué de chefs d'établissement du Vouri, Nalova Nyonga, contre toute attente, prenait à contre-pied ces derniers en fixant 25 000 francs CFA, le maximum des frais d'APE à payer quel que soit l'établissement. Le ministre des enseignements secondaires faisait ainsi son entrée dans un débat dans lequel certains maillons de la communauté éducative se sentaient fortement lésés. Des montants pharaoniques étaient jusque-là exigés aux parents, des sommes avoisinant parfois les 50 000 francs CFA par enfant. Nalova Nyonga, ce jour-là au lycée technique de Koumassi, sommet les chefs d'établissement de rembourser le trop perçu. Plus de 2 mois après cette déclaration de Koumassi, force est de constater qu'aucune note officielle du ministre n'a jusqu'ici été signée. Dans ce sens, nous laisse croire des enseignants rencontrés ici à Douala. Toujours d'après ces derniers, seule une note du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral enjoint les chefs d'établissement de rembourser le trop perçu. Sur le terrain, la déclaration de Koumassi a du mal à être respectée. Beaucoup de chefs d'établissement continuent de penser que 25 000 francs CFA ne sauraient couvrir les nombreuses charges incompressibles s'imposant à eux au cours d'une année scolaire, à savoir la construction des salles de classe pour certains, le paiement du personnel d'appui, ajouté à une dernière ligne, la réception des autorités administratives lors de leur tournée de prise de contact. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. L'affolement des frais d'APE, une déclaration qui n'engage pas tout le monde. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir et des politiques et des enseignants. Ils ne sont pas encore tous là. Je vais commencer par un politique. Il est également enseignant. Il est d'abord enseignant. Je crois que la politique est venue après. Docteur Bema, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue. Merci une fois de plus d'être confié à ce débat. Je suis content d'être là aujourd'hui. Je voulais, une fois, parce que je suis attristé là, je voulais que vous me permettiez de présenter toutes mes condoléances à la famille Isée Hortense, qui est membre fondateur de notre association, le Khaled, le Grand Khaled, qui a quitté ce monde hier matin, à la première heure. Elle est décédée de suite de maladie. Donc nous profitons aussi pour dire toutes nos condoléances au Khaled et à sa famille nucléaire. Ok, merci. Voilà, docteur Bema, fini les renouvellements, ça va? Oui, de votre côté? Je suis rentré, j'ai fait 2 mois, ça m'a quand même permis de rester aussi 2 mois au village. Je viens de passer 2 mois au village. Vous avez perdu? Oui, ça s'est bien passé. Même comme vous avez perdu? Oui. Okay. En fait, j'étais président de sous-section et j'ai passé la place à mon vice-président. Je devais être membre de section où notre liste a perdu. Okay. Voilà. Nous avons perdu les élections. Je vois, vous êtes en forme là. Oui, c'est le parti qui gagne. Quand je partais, j'avais dit, quelle que soit l'issue des résultats, c'est le parti, le RDPC qui sort gagnant. Ok. En face de vous, Maître Fidel Djoubissi, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Cette émission qui est devenue l'amphithéâtre de la formation des masses en matière politique, et que tous les soirs, les Camerounais viennent s'abreuver des connaissances dans cet amphithéâtre. Je remercie beaucoup Equinox pour le travail qu'il fait. Et nous, au Mouvement pour la Naissance du Cameroun, nous soutenons bien Equinox. Je vais saisir l'occasion pour saluer nos otages politiques qui sont encore détenus dans les geôles du régime RDPC et de
signaler aux Camerounais qu'il faut qu'il faut voir et observer que ces militants-là qui, le 22 septembre 2020, avaient manifesté de façon pacifique, et il n'y a eu ni casse, ni bagarre, il n'y a pas eu des voies publiques obstruées, et il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de mort d'homme, comme on a vu au RDPC récemment lors du renouvellement des bureaux de leurs organes de base, et que aujourd'hui nous constatons qu'il y a inégalité devant le pouvoir, parce que vous avez vu comment on a traité avec beaucoup de dureté les militants du mouvement pour l'essence du Cameroun, et aujourd'hui nous constatons que ceux qui ont commis des actes dont la qualification dans le code pénal est réelle, la qualification des actes posés par les militants du RDPC n'est pas imaginaire comme ça a été fait concernant les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que s'agissant d'eux, on a parlé d'hostilité contre la patrie, on a parlé de révolution, on a parlé de l'insurrection, et on a parlé du terrorisme et tous les actes qui avaient été posés, c'est-à-dire manifestations au demeurant légales, parce qu'il faut le rappeler, tous les sous-préfectures du Cameroun avaient reçu la déclaration de manifestation et il n'y a pas eu d'interdiction. Non, nous pouvons remarquer aujourd'hui que ni le ministre de la Communication qui était sorti à l'époque pour vilipender les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ni le ministre Atangadi de l'administration territoriale, ni l'autorité administrative n'ont pris aucun acte, parce qu'à l'époque, on avait pris des actes administratifs pour les détentions administratives et qui, à un moment donné, chevauchaient avec les décisions, les mandats de détention provisoires. Et également, ces militants ont été rapidement arrêtés et incarcérés. Aujourd'hui, ils continuent à attendre leur jugement. Dans le même temps, nous observons sur la scène politique ce qui se passe. Le RDPC, à l'occasion du renouvellement de ses organes, prépare encore des fraudes massives, et sur ce plateau que l'un de leurs militants a déclaré qu'ils ont 4 millions de militants, et que quand nous observons la population du Cameroun, à peu près 25 millions, nous pensons qu'un parti comme le RDPC ne peut pas avoir 4 millions. Les chiffres. Non, c'est des chiffres fictifs. C'est des chiffres fictifs qui sont constitués pour les besoins de la cause et qui préparent les fraudes à venir. C'est le nombre de cartes vendues. Voilà. Oui, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Parce que vous n'avez pas les cartes chez vous. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe qu'il n'y a pas trop d'engouement au militantisme, on ne peut pas penser que dans un pays de 25 millions d'habitants, vous pouvez avoir 4 millions. Et plus grave, vous avez vu... Merci, c'est pas le débat, c'est pas le débat, maître. Il a confondu, là. Merci, maître. C'est la parole d'entrée. Voilà, merci. Bonsoir, Eric Pépin Bikaï. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à l'ensemble de mes co-panélistes. Voilà. Et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Voilà, vous êtes enseignant. Voilà. Effectivement, je suis heureux d'être convié à ce plateau aux côtés de mes amis. Voilà. Raoul Mépuy, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir mes autres co-panélistes. Enseignant et syndicaliste. Hein, enseignant et syndicaliste. Vous aimez... On doit toujours mettre syndicaliste. Oui, syndicaliste du SNES. C'est le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Oui. Je suis très ravi d'être sur ce plateau. Oui. Au moment où je veux exprimer l'âme. Bon nombre de nos collègues en service dans les régions anglophones du Cameroun, de nos eaux, ont vu leur salaire être suspendu. Oui. Pour la simple bonne raison que on les accuse d'avoir trouvé en temps de guerre un abri sécuritaire quelque part où par exemple il faut reposer la tête. L'abri sécuritaire qui doit être garanti par l'État, parce que si nous lisons ensemble le statut général de la fonction publique, en son article, je pense 45, 25, quelque chose de ce genre, l'État est tenu, n'est-ce pas, d'assurer la protection physique et morale de ses agents. Et il devient donc gênant de savoir que dans une situation comme celle-là, que ce ne soit que les enseignants qui sont visés, alors que
quand on regarde les autres corps professionnels, la magistrature, les finances, la douane, bon nombre de ces acteurs qui ne sont pas en poste continuent de percevoir tranquillement leur salaire. Pour dire que le problème qui se pose ici est celui de la cohésion de l'action gouvernementale, parce que je ne comprends pas pourquoi dans les mêmes situations, le traitement, n'est-ce pas, est différent. Peut-être parce que on reste convaincu que l'enseignant demeure les six-pieds de la République. Ça va. Ok. Voilà. Belle, votre coup de gueule. Hein? Voilà. Merci, Raoul Moupi. Éric Pépin-Bikaï, il y a le titre là, plafonnement. Vous avez accueilli la déclaration. Hein? On nous a fait comprendre que c'était qu'une déclaration et qu'il n'y a pas une note qui accompagne cette sortie du ministre des Enseignements secondaires. C'était au lycée de technique de Koumassi. C'est pour qu'on continue à assister à ce qu'on voit là sur le terrain, les frais d'APE qui dépassent les 25 000. On peut dire que ce n'est pas une réelle surprise, parce que dans notre pays, on assiste de manière régulière au piétinement des lois de la République. On se souvient par exemple de l'affaire CMC contre le ministère de la Culture, où la Cour suprême avait rendu une décision demandant de rétablir et de redonner la licence d'agrément de la CMC, et le ministre de l'époque, Amatou Toumouna, avait refusé d'exécuter cette décision de justice. Mais je pense quand même que pour ce qui concerne la thématique de ce soir, à savoir le plafonnement de l'APE à 25 000 francs, c'était un peu à la suite des plaidoiries de l'ensemble de la société civile, des acteurs que nous étions, on a accumulé de nombreux plateaux, que ce soit ici à Equinox, pour un peu décrier le caractère abusif et illégal de cette somme. Conscient de tous ces éléments-là, je pense quand même que le ministre, au-delà de ne pas forcément verser du côté de la population qui réclamait la suppression de cette somme, parce qu'on disait que l'école est une institution souveraine et il appartient à l'État de s'occuper de la formation de ses citoyens. À partir du moment où... non, la population ne demande pas qu'on supprime. On demande un montant raisonnable. Non, je suis dans la genèse. Oui. À partir du moment où le parent doit subventionner d'une manière anormale, parce que la subvention du parent est liée au fait exigible. Pour le second cycle, le premier cycle, c'est 7 500. Pour le second cycle, c'est 10 000. Oui. Assorti des frais exigés pour assister aux examens. Maintenant, il y a une contribution de surplus qui a été créé au début des années 90 pour un peu résorber au problème de la crise des années 94, qu'on a appelé APE, Association des parents d'élèves, plus tard qui a muté Association des parents d'élèves et enseignants. Voilà où venait un peu et s'est installé un peu le Clipoco. Et les sommes allaient de 7 500 en zone rurale pratiquement à 45 000. Le lycée qui battait le record dans la ville de Dola, c'était le lycée de Bipanda, avec 43 000 de frais d'APE. Ce qui était irraisonnable, parce que le lycée de Bipanda, le lycée bilingue de Bipanda, les chiffres de son effectif varient entre 6 500 et 7 500 élèves par an. Et quand on regarde l'architecture, le site dans lequel ce lycée est logé, on se demande bien à quoi sert l'argent d'APE dans cette institution-là. Bon, l'année étant débutée, les parents ayant commencé à verser cet argent, parce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir inscrire ton enfant à l'établissement. Beaucoup ont versé cet argent. Donc, la sortie du ministre venait un peu essayer de jouer aux équilibres, c'est-à-dire, on ne peut pas suspendre totalement les frais d'APE pour cette année qui commence, mais on plafonne les frais à 25 000. On était resté cette fois sur l'ensemble du territoire, parce que même à ce niveau-là, il y a beaucoup de voix qui s'élevaient que qu'est-ce qu'on fait de la zone rurale, où les parents sont obligés de vendre 2 sacs de manioc pour pouvoir payer la scolarité de leurs élèves. Bon, on restait justement parce que les débats avaient lieu dans la zone urbaine. Parfois, on a tendance à oublier la zone rurale, qui fait également le Cameroun, parce que ce n'est pas que les zones urbaines qui sont exposées par rapport aux questions de la macroéconomie, parce qu'il s'agit de ça. Donc, le ministre a demandé qu'on doit plafonner ça à 25%. Je pense que nous sommes en communication et elle est en charge de ce département ministériel. Bon, mais il y a un peu un jeu de dupes à l'intérieur de la gestion de la fortune publique, parce qu'il faut toujours qu'on accompagne chaque déclaration avec un arrêté. Mais même lorsque c'est fait,
On estime toujours que non, l'arrêté n'a pas tenu compte du contexte, des circonstances, du caractère économique, des besoins des établissements. Je pense quand même que là, il s'agit un peu d'un outrage à l'autorité. Le ministre d'enseignement secondaire a pris une décision lors d'une communication au lycée technique de Koumassi, vous l'avez rappelé, aux côtés du gouverneur de la région du littoral, si je ne me trompe pas, et d'autres autorités de la structure déconcentrée de l'État, en demandant que, ok, on met un terme à cet imbroglio, on plafonne l'APE pour cette année-ci à 25 000. Donc, le trop perçu devrait automatiquement être remboursé aux parents, par les responsables de l'établissement. On l'a vu dans certains établissements à Yaoundé, pour ne pas faire de publicité, qui ont commencé à verser le taux perçu aux parents. Non, on ne fait pas de pub. Voilà. Bon, mais il savait que les présidents de l'association de l'APE ont sorti une stratégie disant que non, la communication du ministre n'a pas tenu compte du contexte. Ils avaient déjà engagé, budgétisé les dépenses de l'établissement. Ça viendrait forcément restreindre, réduire leur assiette fiscale par rapport à la construction des établissements. Ce qui est une hérésie. Parce qu'on le dit, on le répète, les frais d'APE ne servent pas à l'objectif fixé. La première année, nous on a payé, moi j'ai payé les frais d'APE à l'époque au lycée bilingue, au CS de Niala, à 21 000, on était dans les années 96. Donc si nos aînés, nos cadets, se retrouvent en train de payer, l'APE aujourd'hui... Vous avez une idée de ce qu'on paye là-bas? Au lycée bilingue, je ne peux pas me prononcer de peur que j'expose un certain nombre. Je ne peux pas passer juste pas dans cet établissement. Je me souviens à l'époque, quand on y allait, on était sur la direction du directeur Moïse Baël, que je salue s'il nous écoute. On payait, parce qu'en réalité c'était un CS qu'on créait, qui avait 2 bâtiments. On est parti d'un poulailler pour pouvoir étendre le CS. Donc le besoin était là et on avait sollicité les parents pour accompagner l'extension du CS. Mais je pense quand même que dans une ville comme Douala, 60 ans après, quand vous entrez dans l'établissement public, à moins que, hormis l'établissement Adon canadien, vous vous rendez compte que l'élément phare qui décore la salle des classes, c'est un table-banc fait en bois. Okay. Ça c'est donc à quoi de donner de l'argent régulièrement sans toutefois essayer de relooker au moins le confort des élèves et des enseignants. Voilà, Raoul Lemompi, cette situation, est-ce que vous serez à l'aise de parler de votre établissement aujourd'hui? Comment ça se passe là-bas? Non, visiblement non. Hein? Non, mais mon lycée, qui est le lycée bilingue de Nilom-Brazzaville, n'est pas une structure métasociale. Oui. Elle n'est pas une structure, n'est-ce pas, qui se situe en dehors de la société. Je crois que le précédent panéliste a très bien planté le décor parce qu'il a rappelé un ensemble de dispositions qui permettaient de comprendre finalement l'injonction, parce qu'il faut le dire, l'injonction du ministre. Oui, l'injonction de madame la ministre d'enseignement secondaire, outrée par le comportement peu orthodoxe, n'est-ce pas, de certains affairistes qu'elle-même, elle a eu, n'est-ce pas, nommé à la tête de plusieurs lycées. Je veux dire les choses simplement. Ce que le copanéliste dit est vrai, mais on va essayer de lire ce qui se passe maintenant sur le terrain dans certains établissements. En vérité, ceux dont des chefs d'établissement qui disent qu'ils maîtrisent et qu'ils sont supérieurs à ce que madame la ministre dit, ont pensé des stratégies nouvelles pour revenir aux frais d'antan. Avec quelque chose qu'ils ont inventé, ils appellent cela frais de construction. Oui. J'ai visité plusieurs lycées de la ville de Douala. Frais de construction, c'est marqué sur le reçu délivré. Frais de construction qui budgétise entre 10 000 et 30 000. Très bien. Je crois que celui qui a fait ce travail d'enquête sur le terrain a fait un très bon travail. Donc, salut au passage Hugo Tacham, la nouvelle expression. Voilà. Il a fait un travail de terrain. Madame la ministre a demandé, revenez à 25 000 francs. Je crois que, si on veut parler, comme on va parler de l'exposé des motifs, qui a été fait par le secrétaire d'État, M. Baoula, était clair. C'est-à-dire, indépendamment de nos différents penchants, syndicalistes, bien n'importe quoi, mais le secrétaire d'État a très bien démontré que le plafonnement des frais de l'APE intègre une politique globale de la lutte contre la vie chère. Oui. Parce qu'on n'oublie pas, même l'éducation est un bien consommable. Alors, que font donc les affairistes qui sont à la tête des lycées? Ils inventent donc de nouvelles rubriques. Les frais de construction. Si vous prenez un lycée lambda, qui au départ avait en moyenne, avait fixé en moyenne 40 000 francs comme frais d'APE, et maintenant s'est retrouvé
en train de ramener à 25 000 francs. Et qui doit restituer 15 000. Il doit restituer 15 000 francs. Les 15 000 francs, maintenant, sont recyclés dans les frais de construction. Vous voyez très bien. Qui n'était pas dans la ligne budgétaire au départ. Justement, parce qu'il faut qu'on le dise très bien. Si vous prenez la circulaire de 2008, signée par le ministre Bapès, qui définit exactement à quoi devraient servir les frais d'APEE. C'est le ministre Bapès qui avait dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas les MOPI. Le ministre a dit que 2 tiers de ces frais devaient être alloués aux activités pédagogiques, paiement des salaires des vacataires et tout ce qu'on connaît. Construction et l'entretien du patrimoine scolaire. Construction et entretien du patrimoine scolaire. Oui. Cela veut donc dire quoi, collègues? Ça veut dire que ceux des chefs d'établissement qui prennent sur eux de créer une nouvelle rubrique sont des gangsters. C'est le gangstérisme administratif. Puisque la loi vous a déjà dit comment on va gérer les frais d'APE. Conséquence, quand madame la ministre d'enseignement secondaire demande de plafonner à 25 000 francs, allez tranquillement dans les 25 000 francs, vous retirez 2 tiers de 25 000 francs, vous allouez, n'est-ce pas, aux activités qui ont été prévues par les textes, et les autres 1 tiers, vous attribuez cela à la construction des infrastructures et entretien. Surtout que, il faut le dire, surtout qu'ici on ne voit que les frais d'APEE, on oublie de parler des dotations de l'État. Oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. C'est-à-dire, quand nous nous sommes levés pour prendre ce problème au sérieux, c'est parce qu'on avait constaté que ces affaires prenaient des tournures presque extraordinaires. Avec des complicités. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le parent doit payer 7 500 francs, ce que l'État lui-même a estimé qu'avec cela, je peux former mes citoyens. Même groupuscule d'individus se lève là et demande de payer 50 000 francs, 60 000 francs. C'est trop. Le cas qu'il prend, le cas du lycée bilingue de Bépanda. Bon, et en passant, vous avez posé une question sur mon établissement. Je peux répondre facilement. Oui. La liste des parents devant venir percevoir le trop perçu a été, la liste des élèves a été affichée. Okay. On chiffre aujourd'hui à 16 millions. À 16 millions 600 quelque chose de mille, le trop perçu. On payait combien les frais d'APE? Autrefois, on payait 33 500. 33 500. Oui, 33 500. Donc il y a 7 000, 8 500 à restituer aux parents. Oui. Ça veut dire que si vous calculez les 8 500 francs à restituer aux parents et qu'actuellement, les chiffres que nous avons sur la table font état de 16 millions, je crois quand même qu'il faut, même avec beaucoup de regrets, parce que c'est les chefs d'établissement qui sont en regret. Nous avons beaucoup de regrets là, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut saluer l'action de Madame la ministre. Parce que voilà 16 millions qu'on restitue aux nobles Camerounais. Et maintenant, on demande que tout ce que vous avez planifié là, gérer cela dans les 25 000 francs, dans les dotations de l'État. Voilà. Est-ce que normalement ça devrait poser problème? Ça ne doit pas poser problème. Moi, je voulais parler du cas, il a évoqué un cas qui est pertinent. Parce que quand le secrétaire d'État... Professeur Côte. Non, monsieur secrétaire d'État. Secrétaire d'État. À l'éducation. Oui. Quand il a pris la parole, en posant madame la ministre d'enseignement secondaire, monsieur le gouverneur, il y en avait autour de lui là, certains proviseurs qui m'amenaient là et exprimaient les signes de désapprobation de la tête. Il murmurait. Oui, et vous avez suivi ce que lui-même il a dit. Il a dit, madame le proviseur, je ne comprends pas votre passion pour votre passion. Madame la ministre. Non, madame le proviseur, ça adresse à un proviseur. Oui. Madame le proviseur, je ne comprends pas votre passion et votre entêtement à vouloir justifier le relèvement des frais d'APE. Et il a continué. Par cette attitude, je peux penser que vous avez des intérêts cachés. Personnels. Ouais. Donc, c'était comme une sorte de tirs croisés, des tirs groupés à l'endroit de toutes ces personnes-là qui ont formé un syndicat de syndicats. Un syndicat, n'est-ce pas, d'affairistes, un syndicat de gangsters qui ont juré que c'est grâce à l'école qu'ils vont rattraper le temps perdu dans leur vie. Donc, le cartel. Voilà, merci. Merci, docteur Bema. Vous êtes également enseignant. Cette déclaration, hein, et on l'a vu, comme je l'ai rappelé dans mon propos introductif, déclaration, mais beaucoup pensent qu'il n'y a pas une autre qui accompagne cette sortie du ministre au lycée technique de Koumassi. Voilà pourquoi certains traînent encore les pieds là pour s'exécuter. Oui, Serge, comme vous le dites, ils ont très bien implanté le décor. Comme vous le dites, les gens traînent. Ce qui est sûr, c'est que c'est le chef qui a parlé. En attendant
Parce que nous pouvons aussi dire que parce qu'il n'y a pas encore ce que nous appelons la note, parce que l'administration n'est pas verbale. Oui. Il faudrait que Madame le ministre prenne un arrêté et qui... Voilà. Et c'est elle le patron. Donc ceux qui ne vont pas s'appliquer savent ce qui les attend. En principe, nous sommes aussi dans la gestion. Ça veut dire que ceux qui ne vont pas s'appliquer vont voir leur poste être retiré, donné à d'autres personnes. Parce que c'est le chef même qui a parlé. Et, et puis c'est une situation sociale. Il faut éviter des crises sociales. Parce que sinon, quand on plafonne à 25 000, c'est encore... C'est gérable, c'est acceptable. C'est acceptable par rapport à quelqu'un qui... En zone urbaine, oui. Il y a 25 000 en zone urbaine. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, il faut un autre plaidoyer pour la zone rurale. Non, on a dit le plafonnement. Le plafonnement, ce n'est pas que c'est la base. Oui, ça va pas dépasser. Comme en zone urbaine, c'est le plus. Ça donc on peut avoir 5 communication. On peut avoir 5 000. 5 000 même en zone rurale. C'est notre souhait. Ça fait partie de cela. Bon, c'est au chef d'établissement de gérer cela, en tenant compte de ce que vient de dire le patron, le grand patron. Le grand patron a dit au plus 25 000. On doit parler au-delà de 25 000. Et maintenant, ceux qui ne vont pas s'appliquer, je pense que le grand patron va prendre note. Et puis, il doit sévir. Je crois que c'est ça que la question. Okay. On ne doit même pas longtemps tergiverser là-dessus. Parce que c'est le patron qui a parlé. Si vous ne tempérez pas, allez, on vous frappe. C'est comme ça, c'est ça que la question. Voilà, Maître Fidèle Djoumbissi, des chefs d'établissement, hein. Certains disent qu'il y a cette nouvelle rubrique, c'est-à-dire la descente des autorités administratives, dans des tournées qu'il faut satisfaire, donc 25 000, puisqu'il faut que ces autorités repartent avec, on se comprend au Cameroun, avec quelque chose. C'est le Cameroun, Serge-Alain, et ça ne nous surprend pas, parce qu'il faut rappeler d'entrée de jeu que... Ils disent que c'est dans cet argent qu'on puise l'enveloppe à remettre à l'autorité. Oui, ce qu'il faut relever, c'est que le régime RDPC fonctionne sur 3 piliers essentiels. La corruption. Nous parlons de l'école, hein. Il y a les MRC qui sont dans cette école. Il n'y a pas du RDPC dedans. Mais comment? Et qui sont monsieur, il y a le MRC qui sont les chefs d'établissement. Qui ne veulent même pas laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, je vais laisser passer. Bon, je dis que le régime fonctionne avec la corruption, la répression et la fraude. Donc, dit que l'argent payé pour l'APE sert à intéresser certaines autorités ne nous surprend pas. Et il faut rappeler il faut saluer quand même l'effort d'encadrement fait par le MINESEC, comme Raoul Lemopila a relevé tout à l'heure. Il y a un effort d'encadrement des frais d'APE. Et ça, on peut le saluer parce que on observe que depuis 2011, j'ai essayé de voir, il y a une lettre circulaire. Il ne rejette pas tout. Hein. Il y a une lettre circulaire. Vous voulez lui dire que c'est toujours le même logique. Quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Voilà. Okay. Donc, en juillet 2011, il y a eu une circulaire du MINESEC qui a essayé de stabiliser les frais d'APE. Et en 2013, il y a une autre circulaire qui a indiqué que les frais d'APE, s'il y a augmentation, il faut l'avis des parents. Donc, en assemblée générale, il faut que ce soit les parents qui décident. Ils disent qu'ils convoquent les parents ne viennent pas. Comment ils convoquent les parents ne viennent pas? Une assemblée générale, on doit la convoquer de façon régulière. Et lorsque, et ce qui est sûr, le règlement intérieur doit prévoir le quorum pour tenir l'assemblée générale. Et si le quorum n'est pas atteint, il y a toujours des mécanismes qui permettent que l'assemblée générale puisse se tenir avec le nombre de membres qui arrivent. Donc on ne peut pas évoquer qu'on convoque les parents à l'assemblée générale, ils ne viennent pas pour décider sans l'accord de certains parents par une décision collective prise en assemblée générale. Donc quand j'ai dit ça, je voudrais poursuivre pour indiquer que à côté de cet effort d'encadrement-là, il y a quelque chose qui manque dans la posture du ministre des enseignements secondaires. Ce qui manque, c'est quoi? C'est le respect du principe de liberté d'association. Parce que j'ai regardé toutes ces circulaires. Le ministère ne relève nulle part que adhérer à une association, c'est une liberté.
on est libre d'adhérer à une association. Pourquoi on doit demander aux parents d'élèves de payer d'abord les frais d'APE avant de payer les frais de scolarité? Il est bien vrai que les frais d'APE ou l'association des parents d'élèves et des enseignants a un rôle qui peut jouer au sein de l'établissement. Et tout à l'heure, on a parlé aussi des dotations de l'État. C'est-à-dire qu'on doit puiser dans les dotations de l'État pour faire face à des dépenses de fonctionnement des établissements publics. Et les frais d'APE devraient plutôt servir à d'autres choses comme des activités culturelles, des activités sportives, voilà, des activités sportives. Et même, j'ai vu dans la circulaire de 2017, de septembre 2017, où on a orienté ces frais aussi à l'aménagement des laboratoires, par exemple, l'aménagement des salles multimédia. Et si on faisait prévaloir le principe de la liberté d'association, un parent peut choisir de ne pas inscrire son enfant dans ces activités, dans les activités sportives, les activités culturelles ou les activités de développement de la technique numérique, c'est-à-dire les multimédias et tout cela. Donc, moi, je demande... Une minute, hein, il y a cet élément-là qui revient toujours. Liberté, certes, de choisir, d'adhérer à une association, mais beaucoup de chefs d'établissement mettent toujours en avant le fait que c'est avec cet argent qu'on paye le personnel vacataire. Voilà, vous avez deux parents, il y a un parent... C'est le test dit. Il dit il ne veut pas payer parce qu'il est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. L'autre a payé. Lorsque l'enseignant arrive en classe, il met les élèves qui n'ont pas payé dehors. On a dispensé son coût. Je rappelle que le décret de 2001 qui porte l'organisation des établissements publics scolaires au Cameroun prévoit en son article 48 qu'on ne doit réclamer que des frais exigibles. Oui. Et que les frais d'APE ne sont pas des frais obligatoires. Donc on ne devrait pas, c'est-à-dire pour ce qui est des enseignants ou de maintenance ou de construction des salles de classe, cela relève de l'autorité de l'État, c'est les obligations régaliennes de l'État. Et même lorsque vous lisez le Code général sur la décentralisation, vous voyez que pour ce qui est des lycées, c'est la région. C'est la région. Pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, maternelles, c'est la commune. Donc, pourquoi on n'implémente pas intégralement la décentralisation par le transfert des ressources pour permettre à faire face à ces dépenses ajoutées aux dotations qu'on a relevées tout à l'heure ici, aux dotations qu'on alloue à ces établissements. Donc, s'il y avait la décentralisation qui fonctionne normalement, c'est les mairies qui devaient répondre à ces dépenses. C'est-à-dire y compris les enseignants vacataires, aussi tout le personnel d'appoint. C'est-à-dire ils devaient être pris en charge par la commune ou bien par la région. Et non, nous pensons que nous avons affaire à un État qui ne se préoccupe pas du respect de la loi. Si l'administration ne se soumet pas à la loi, comme il est exigé dans un État de droit. Parce que dans un État de droit, il faut respecter, même l'administration est soumise à la loi. Et nous observons que le ministère des enseignements secondaires et primaires ne respecte pas le décret du président de la République qui porte organisation et fonctionnement des établissements scolaires. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est un système de corruption où je crois que c'est Raoult qui a relevé tout à l'heure, dont tous trouvent leur contrat, parce qu'il a dit que les proviseurs qui continuent à multiplier des besoins à trouver des stratagèmes pour relever ces frais-là, ils sont nommés par le ministre. Et le ministre est au courant de tout ça, mais quand une année vient, on ne les sanctionne pas, on le contrôle, et il n'y a même pas de contrôle pour ces frais d'APE. Aucun contrôle n'existe. C'est un système de corruption où chacun trouve son compte. D'abord, il faut relever que même Madame le ministre n'est pas aussi blanc, n'est pas neige dans cette affaire, parce que elle-même, s'agissant du paiement des frais de scolarité, elle est allée contacter certaines entreprises extrascolaires pour percevoir les frais. Alors que la loi prévoit que c'est l'agent financier qui doit collecter. Non, si c'est pour la sécurisation, on peut demander aux parents d'aller verser dans un compte en banque.
un Tout compte. simplement. Pas chez MTN ou pas chez Orange. Voilà. Numérique. Voilà. Raoul Mopi, sur cette situation. Bon, moi, je continue de dire, si on est dans un état Sur les établissements qui, vous avez pris le cas de votre lycée, non, Il voulait prendre le cas lycée de- de Nilon, Brazzaville, qui a sorti une liste comme ça, où les parents passent Sont déjà à la à caisse, la caisse. et les autres qui ne veulent pas s'arrimer à cette déclaration. Ils disent qu'il n'y a pas de note. Moi, je crois que on appelle ça une défiance à l'autorité et Madame la ministre d'enseignement secondaire doit tirer la conclusion. doit tirer les conclusions qui s'imposent. Si elle ne le fait pas, on pourra, n'est-ce pas, D'être complicité. d'être La soupçonner en de complicité, tout à fait. n'est-ce pas, avec tous ces affairistes. C'est un peu comme une association de malfaiteurs. C'est-à-dire que certains décident de respecter la parole de Madame la ministre d'enseignement secondaire, d'autres, n'est-ce pas, vont outre cela et se disent, même Madame la ministre d'enseignement secondaire, il y en a, ils sont nombreux, certains proviseurs, qui disent même que la ministre ne peut même pas les bouger. Il faut qu'on se le dise clairement. Sûrement, eux, ils ont d'autres créneaux de nomination qui n'ont rien à voir avec la signature de Madame la ministre qui soumet cela au Premier ministre et ainsi de suite. Donc, moi, je crois que cette situation pose un problème sérieux. Celui, n'est-ce pas, de l'efficacité de l'action gouvernementale. Est-ce que la parole de Madame la ministre d'enseignement secondaire peut encore faire force de loi? Ou alors, ceux qui décident de passer outre cette parole-là estiment que derrière ces injonctions, peut-être il y a un aveu de puissance, mais il y a un manque de sagesse, puisque ils brandissent d'autres arguments. Vous avez énoncé cela dans votre propos inaugural, que Madame la ministre d'enseignement secondaire n'a pas suffisamment pris la mesure des réalités du terrain pour demander ce plafonnement. Ces chefs d'établissement sont très bien au courant de ce que le 28 août, n'est-ce pas, de cette année, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, au nombre des récriminations que ce syndicat a formulées, il y avait bien ce problème qui était au cœur de toutes les discussions. Parce que justement, on n'arrivait pas à comprendre comment, dans un pays comme le nôtre, l'État abandonne, n'est-ce pas? Il abandonne ses devoirs. Le devoir, par exemple, de doter les lycées et collèges des infrastructures et d'assurer le paiement de ceux qui y travaillent. On a posé le point sérieux pour comprendre que finalement, même si les parents devraient apporter un appui à l'État, on se rend plutôt compte que l'État a remis les lycées aux parents et joue, n'est-ce pas, au boss. Bon, nous pensons, ils jouent au boss. Nous pensons donc que c'est une situation vraiment malheureuse. Et tout ce qu'on peut décrire sur ce plateau-ci ne peut avoir de sens et de consistance que si une main forte se lève pour siffler la fin de la récréation. Parce que dans tous les cas, si c'est-à-dire amener tout le monde à revenir à 25 000 ou bien faire disparaître les frais. C'est la deuxième hypothèse qui me semble être la plus pertinente. Oui. Moi, j'ai pensé à un moment donné que peut-être faudrait-il qu'on arrive à relever les frais exigibles. Exigible, tout simplement. Si par exemple on est convaincu que ces frais exigibles en fonction du coût de la vie, peut-être ne permettent plus de satisfaire à certains besoins, qu'on les relève simplement. Que pour le premier cycle dans l'enseignement secondaire général, qu'on passe peut-être de 7 500 à 15 000. 15 000. Pour prendre un cas comme ça. Du simple au double. Oui, du simple au double. Et pour le second cycle, à 25 000. On passe à 20 000 ou à 25 000. On dit qu'il n'y a plus rien à payer. Voilà. Là, maintenant, chacun peut payer tranquillement et il reste chez lui. Et là, l'État va gagner parce que tout à l'heure, quand le maître Dubissi s'est indigné des entreprises, bien de la stratégie de Madame la ministre qui consiste à faire payer ces frais-là chez les entreprises, le docteur Bemara dit que c'est une question de sécurité. Je crois que l'État a sa propre banque. L'État a sa propre banque. Le trésor public. Le trésor public. Je ne pense pas que un particulier peut mieux garder l'argent de l'État que l'État lui-même. Moi, je crois que la situation se pose au sein de docteur Bemara simplement parce que à un moment donné, l'État est devenu laxiste. C'est-à-dire que ceux qui sont reconnus même coupables de faits de corruption et de détournement sont plutôt promieurs de postes supérieurs. Okay. Finalement, le message pédagogique que la sanction devait véhiculer se trouve, n'est-ce pas, étouffé. Et du coup, les gens
se disent que si celui-ci, après avoir détourné les frais d'APE, comme on a vu dans un lycée à Douala, n'est-ce pas, le proviseur a détourné tout l'argent, mais en retour, on l'a promis dans un lycée plus grand. Ok, merci. Eric Pepin-Bikaï, face à cette situation, les parents, que peuvent-ils pour rentrer en possession de leur du trop perçu? Non, en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La parole du ministre fait foi. Oui. Il y a beaucoup de Mais parents, sur le terrain, si les proviseurs... Beaucoup de parents ont accueilli cette nouvelle à bras le corps. Maintenant, il reste au chef d'établissement l'obligation, comme l'a relevé tout à l'heure Raoul, de sortir la liste des parents qui doivent bénéficier du trop perçu. Déjà, c'est très bien, comme il le dit, par rapport au lycée du Nord-Brazzaville, ça prouve la clarté du management dans cet établissement. Il n'y avait pas d'autres intentions derrière. Voilà, qu'il n'y avait pas d'autres intentions derrière à la sortie de la communication du ministre au lycée de Koumassi, des murmures. Parce qu'en réalité, les murmures font office des sentiments du cartel qui ne veut pas se plier à une décision qui n'est pas à leur avantage. Parce que, quel que soit le cas, on a engagé des vastes chantiers en ville, mais également au village, parce que le chantier le plus important, c'est au village, c'est pas en ville. Et quand on a l'occasion de puiser à la soupe, la ressource nécessaire pour faire avancer le chantier, qu'on vienne à la suite d'une communication vous faire comprendre que non, ça va plus se passer comme ça, forcément, ça doit créer des murmures. On le comprend, mais les parents doivent s'organiser également, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de mensonges, de manipulations derrière cette histoire d'APE, avec des textes qui ne sont pas à la compréhension des parents, avec des besoins qui ne sont pas à la connaissance des parents. Tout à l'heure, vous avez évoqué sur ce plateau l'un de nos collègues qui disait que non, lorsqu'on organise sur l'Assemblée générale, mais quelle est la salle dans un lycée de la place qui peut accueillir 7000 parents qui viennent assister à une Assemblée générale un après-midi? Voilà. Vous voyez un peu de la manipulation. C'est-à-dire, on réunit une dizaine de parents et puis on dit que dans l'Assemblée générale... Non, il va pas me parler au lycée bilingue de Dano. On organise dans la cour, du lycée bilingue. Les parents ne viennent pas. Quelle est la concertation intellectuelle qu'on peut organiser à la cour quand ça sort avec un résultat probable sous le soleil? Ça fait un dessin pour fatiguer les parents et les obliger comme des militaires à se mettre au pas. Il faut sortir de là, parce qu'en réalité, on ne sert les intérêts de personne. L'État a conçu le mécanisme d'éduquer sa population et de l'accompagner dans l'émergence. Il n'a pas prévu à l'intérieur des gangsters qui dictent les lois, malgré le fait qu'il y a des éléments de récrimination qui remontent et qui peuvent être à l'origine des tensions sociales. Mais ceux qui sont chargés d'animer cette société-là s'en foutent éperdument et ça tient à leur volonté à eux. Donc il revient à madame le ministre, qu'elle soit de bonne foi ou de mauvaise foi, nous n'en sommes plus là. Il y a une parole qui a été dite, elle n'est pas accompagnée d'un décret. Parce qu'en réalité, dans ce type de situation, on n'attend pas le décret, on a débattu sur ce plateau par rapport au probatoire, où tout le monde a estimé que le probatoire était nécessaire de continuer à perdurer dans notre système éducatif tel qu'il est conçu présentement. Il n'y a pas un décret qui interdit, il y a un décret qui annule le probatoire forcément, qui dit que le probatoire sera le décret 98, il n'y a pas un autre qui le retire. Donc, les parents acceptent que le décret doit être... Donc, le ministre a dit qu'on plafonne à 25 000 ceux des établissements qui étaient à 43 000, comme le lycée technique bilingue de Pépanda, parce que c'est un échantillon qui est assez important, et qu'il rembourse le trop perçu aux parents, sans toute autre forme de procès. Si on a un ajout des frais de construction, qu'ils ajoutent ça pour construire leur bâtiment, mais qu'ils ne mettent pas ça sur le dos des parents. Merci. Pépin Bikaï, bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous prendrons le pôle de Buea, là où des populations ont manifesté leur colère en lynchant un gendarme accusé d'avoir tué un enfant en tenue scolaire, se trouvant dans le véhicule de son parent. Comment en est-on arrivé à cette bavure? Vous suivrez dans le journal de 20h la version officielle de l'armée camerounaise, les réactions des leaders d'opinion et l'attitude des populations après ce grave incident. Nous parlerons après le blocus des transporteurs routiers à Douala. Leurs collègues ont pris le relais à Bouddha pour dénoncer également des conditions de travail difficiles, mais aussi des tracasseries policières et administratives. Nous ferons le point dans le journal de 20h.
nous évoquerons cette sortie du gouverneur de l'Est qui met en garde déjà son personnel, mais aussi les usagers qui devront désormais présenter une sorte de passe sanitaire avant d'avoir accès à ces services publics, et le gouvernement lui aussi qui invite ses différents fonctionnaires et agents de l'État à se faire vacciner. Se dirige-t-on vers une campagne obligatoire de vaccination? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dont les détails de tous ces titres vous seront présentés par Cédric Nouffelé et toute l'équipe de la rédaction pour le 20h le plus attendu de la planète. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.